Alors, bienvenue à tous à la conférence sur les tablettes. Pour m'accompagner, est-ce que tu peux me rappeler ton nom de famille? Pardon. Lobier? Oui, pardon. Alors, on a Ansem Lobier, qui est analyste chez GfK, qui est le gros institut d'analyse qui analyse les sorties de caisse de plus de 30 000 points de vente. Et il n'y a pas mieux pour nous donner des chiffres très affinés. Raoul Malard, qui est directeur de l'innovation et de la propriété intellectuelle chez Arcos. Et Anouk, qui est chef produit chez Acer. C'est ça. Notebook et tablette aujourd'hui. Donc on va parler des tablettes, ce magnifique produit qui est là depuis un peu plus de 2 ans, qui a un peu transformé le marché de l'informatique. Et on va attaquer tout de suite avec la première question. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui d'une tablette tactile? Et à partir de quoi on peut dire que ça a décollé, déjà d'un point de vue du marché, Anselme? Ce qui fait avant tout... Oui, ce sera mieux avec celui-là, merci. Ce qui a déjà lancé les tablettes, c'est le fait que la marque high-tech la plus puissante du monde ait mis sur le marché l'iPad, pour parler tout à fait franchement. Le deuxième point, c'est que la tablette propose une navigation simplifiée d'Internet, un petit peu similaire à ce qu'on pouvait trouver sur les smartphones. Après, il y a le côté le très faible encombrement et la très forte autonomie qui ont plu, tout comme le design, et puis enfin le prix, puisque vous pouvez voir sur le slide là-bas, en fait, on est à 365 € de prix moyen de la tablette, donc à rapprocher d'un notebook qui va être lui plutôt proposé à 560 €. Donc on est sur un produit qui est plus agressif et donc plus compatible avec les attentes des foyers français en termes d'équipements complémentaires, puisqu'aujourd'hui, la tablette est un micro-ordinateur complémentaire dans les foyers. Oui. Donc, moi j'ajouterais à ces éléments qui viennent d'être dits un aspect important de la tablette qui est la façon d'utiliser la tablette qui est beaucoup plus conviviale. On peut servir une tablette debout, on peut servir une tablette dans un canapé beaucoup plus simplement qu'un laptop. Donc ça, ce sont des facteurs très importants et des facteurs d'utilisation, de simplicité d'utilisation qui sont la vitesse à laquelle la tablette peut s'allumer, le démarrage instantané de la tablette, qui permet d'aller très vite sur le web sans attendre que le PC boot, par exemple. Donc ça, c'est un facteur assez important. Dernier facteur, c'est l'aspect multimédia, une tablette. En tous les cas, chez nous, on a en fait, la tablette chez Arcos vient des players multimédia qu'on avait et on a conservé cette puissance multimédia dans la tablette qui en fait un véritable outil en complément de la télévision. Bonjour. Donc effectivement, pour Acer Group, l'univers des tablettes était vraiment un segment très important pour nous. Et avec l'arrivée et l'émergence des smartphones et l'univers du tactile, il était évident pour nous de développer aussi une gamme de tablettes qui fait une partie intégrante de toute une gamme de produits, puisque Acer Group développe le tactile aussi bien sur la tablette, mais sur les notebooks et sur les all-in-one, les desktops pour la famille. Et juste pour les marques, peut-être Arcos, justement sur ce point de décollage du marché des tablettes, est-ce que chez vous, il y a une période vraiment marquée où on a vu ce décollage, cette explosion des tablettes tactiles? Moi, je pense qu'on peut situer le point de décollage en décembre 2010 pour nous, quoi. Pour Arcos, on a vu vraiment un décollage à ce moment-là et on a vu ça pareil. Oui, c'est ça. La période de Noël est une période importante pour l'univers. Donc on avait une combinaison de prix, de produits, de puissance de produits qui a fait que ça marchait. Et en deuxième question, on aura une petite question qui pique, peut-être aussi du côté de chez Acer, c'est de quel produit la tablette tactile sera le bourreau au final? Alors, je ne crois pas qu'il y ait véritablement de bourreau. Je pense que depuis les derniers mois et avec l'arrivée du fameux OS en fin de mois,
il y a un univers qui se redessine complètement et chacun va retrouver les usages dont il a besoin. Donc, On parle de Windows 8. oui, tout à fait, je parle de Windows 8. Et effectivement, si vous allez faire un tour sur notre centre tout à l'heure, vous avez tout l'environnement Windows 8 qui est pré-présenté. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bourreau. Chacun va trouver sa place en fonction de ses usages et ses besoins. On va dire que si on parle un petit peu, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais de l'environnement professionnel, l'environnement Windows 8 va pouvoir vraiment s'adapter, puisqu'aujourd'hui on sait que la marque à la pomme, par exemple, est plébiscitée par les consommateurs et que les consommateurs finaux essayent de le faire venir en entreprise. Aujourd'hui, les DSI ont un peu de mal avec cet environnement-là. Je pense que Windows 8 aujourd'hui est supporté notamment par le groupe Acer, va pouvoir répondre à ce genre de besoins. Et dans l'univers grand public, on va pouvoir amener l'OS que l'on utilise au bureau à la maison. Voilà, donc Anselme, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis plutôt en phase. Moi, il y a un point sur lequel j'insiste toujours beaucoup, c'est que les transitions dans les ventes de biens numériques se font toujours progressivement. Donc, c'est pas parce qu'il y a un nouveau produit qui apparaît que les ventes vont s'interrompre immédiatement sur un autre. C'est pas vrai. Je vais prendre un point de comparaison. Hop. Ici, vous avez les ventes de PC qui vont être réparties par form factor et vous pouvez voir que cette année, il va se vendre encore 1 million d'ordinateurs de bureau. Il va se vendre encore 600 000 netbooks. Alors que, en croire certains articles de presse, le netbook est mort et enterré depuis 2 ans. Donc, comment dire, c'est bien aujourd'hui d'être curieux de toutes les nouveautés qui vont être mises sur le marché, mais il y a des gens qui vont être un petit peu précurseurs dans la consommation de biens techniques. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus à la traîne et donc qui vont vouloir acquérir, par exemple, un PC de bureau. Voilà. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que le netbook pâtit un peu de quelque chose. C'est pas la tablette tactile, justement? Oui, alors on va déborder sur les questions de ce soir, mais ce qu'on peut dire en fait sur le netbook, c'est que cette année, il n'a pas pu être pratiqué sur certains prix, comme 199 €, parce qu'il y avait un taux de change euro-dollar qui était défavorable en fait à l'achat, parce que tous les produits sont achetés en dollars, donc si l'euro baisse face au dollar, on peut mettre moins de contenu à l'intérieur de la machine. L'autre point, c'est que les tablettes, elles, sont devenues très agressives en termes de prix. Alors là, on peut prendre les tranches de prix. Alors attendez, je me perds. Voilà, vous avez ici les tranches de prix et vous pouvez voir qu'on a plus de 60% du marché qui va être passé sous la barre des 400 €. Donc en gros, toutes les offres qui étaient plus possibles de faire pour les industriels et les enseignes sous la barre des 200 ou 300 €, elles ont été remplacées par des offres de tablettes. Et comme les tablettes, c'est un produit de multi-équipement au même titre qu'un netbook, un produit a remplacé un autre. Mais c'est pas tant du fait du consommateur dans les choix qu'il va faire que de ce que les enseignes et les industriels vont faire. Il y a un moment donné, l'enseigne, elle n'a pas un espace qui est extensible à l'infini. Et donc, pour mettre plus de tablettes, elle va enlever des netbooks. Et comme les fabricants n'étaient pas capables de proposer des netbooks à un prix très agressif, ce qui était le principal argument du netbook, ils ont un petit peu accompagné ce mouvement. Très bien. C'est Arcos, non? Oui, moi je suis assez d'accord avec le fait que la tablette a attaqué le marché du netbook, ça c'est indéniable. On voit dans les chiffres. Est-ce que c'est les mêmes usages? En fait, la tablette, aujourd'hui, est plus un outil de consommation de contenu pour surfer le web et faire un petit peu de mail. Le netbook et le PC portable est plus un produit de création de contenu en plus. Donc après, quand l'usage principal qu'on cherche à faire est de la consommation et du web, on peut facilement aller vers une tablette. Et peut-être que dans le futur, probablement, la tablette va être de plus en plus un outil de création. Et là, on aura peut-être une tendance qui va s'accentuer vers la disparition du netbook, je pense. Justement, ça nous amène à la question suivante sur cette transformation du marché, même dans les tablettes, qui est les tablettes hybrides qu'on peut voir aujourd'hui, des tablettes avec des claviers, puisqu'on dit que la tablette fait légèrement baisser les netbooks, et au final, on voit aujourd'hui des produits qui s'approchent de produits dont elle était censée s'éloigner à la base. À la base, on a une tablette tactile, et aujourd'hui, on a une tablette avec son clavier physique. Vous en vendez chez Arcos, vous en vendez chez Acer. Est-ce que c'est pas
pas une trahison, est-ce que c'est pas la mort du concept original de la tablette? Est-ce qu'il n'y a pas un échec technique? C'est venu de quoi? C'est venu d'un constat que les gens n'avaient pas assez avec juste un écran tactile, ou qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est une question de génération. Certains ont encore besoin de clavier, d'autres pas. Et après, dépendant de l'usage, si on revient sur effectivement l'univers du netbook qui va effectivement se transformer, voire disparaître, ou en tout cas, l'année prochaine, on n'aura que des netbooks en 11,6 pouces, il va y avoir un usage différent. Maintenant, sur les tablettes, avec les tablettes en clavier, sous environnement Windows par exemple, attention, on n'aura pas des prix à 200 €. Il ne faut pas rêver. Effectivement, en plus, la conjoncture dollar est un peu plus favorable en ce moment, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner dans les semaines à venir. Donc, attention, vous n'aurez pas des tablettes à moins de 200 € avec des claviers sous environnement Windows. Là, on est encore du domaine de irréalisable pour le moment. Par contre, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de bataille entre les deux OS au niveau des tablettes, et que le Android va pouvoir perdurer conjointement avec Windows, puisque là, il va y avoir vraiment un gap de prix différent. Et puis des usages aussi qui vont évoluer et différenciants. Donc je pense que l'univers du mini notebook va perdurer, en plus avec l'arrivée du tactile, et l'univers conjoint des tablettes avec clavier va aussi perdurer, mais avec des positionnements prix qui vont être échelonnés. Oui, moi, je pense que la frontière PC, netbook, laptop et les tablettes va s'estomper. Et donc, la tablette toute seule continue d'être intéressante, même sans clavier. Je pense que donc on a un écosystème d'accessoires qui peuvent se mettre autour des tablettes pour augmenter l'usage, adresser des usages qui ne sont pas permanents pour la tablette. Et donc le clavier, c'est un exemple d'accessoire pour augmenter l'usage de la tablette, plus qu'un reniement du concept original. D'accord. Chez GFK, du coup, est-ce qu'on a une tendance, est-ce qu'on a une visibilité aujourd'hui de ce que peut être ce marché des tablettes hybrides? Alors non, simplement parce qu'elles ne sont pas encore arrivées vraiment sur le marché, mais si on commence à voir effectivement des claviers qui vont être proposés d'office en tant qu'accessoire avec les tablettes, on a eu pas mal d'innovations qui sont intéressantes, mais par exemple vous n'avez pas encore Office sur tablette. Bon, il vient d'être annoncé que Office allait sortir sur iOS et sur Android au mois de mars l'an prochain, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais l'autre point, c'est que vous avez un OS Windows 8 qui va intégrer le tactile en natif, et donc ça va aussi changer pas mal de choses. Mais en gros, l'idée, c'est qu'avant, vous aviez une séparation assez nette entre les devices de consultation d'Internet et ceux de création. Et en fait, moi, je voudrais vous proposer une vue différente. C'est plutôt de voir ce qui va tenir de l'équipement principal et de l'équipement additionnel. En gros, l'équipement principal, ce serait du notebook et du PC de bureau, et l'équipement additionnel, c'est la tablette et le netbook. Et en fait, si on pouvait avoir deux marchés distincts jusqu'à présent, à partir de la fin d'année, et ça va se poursuivre, on va avoir des devices qui vont être de plus en plus interchangeables. Et en fait, on aborde un virage dans le marché de l'informatique qu'on a pu voir par exemple dans le marché de l'automobile, à partir du moment où les équipementiers se sont mis à arrêter d'argumenter sur le nombre de chevaux qu'il y avait sous le capot pour parler de la présence d'un airbag, pour parler du GPS, ou en fait d'avoir un discours qui corresponde un petit peu plus avec les attentes des consommateurs. Ça, c'est Apple en fait qui a beaucoup initié ce mouvement-là en tenant un discours un petit peu différent, et ça va se prolonger, mais en fait on va de plus en plus argumenter sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec l'ordinateur, plutôt que de dire il y a 4 Go de RAM, il y a 500 Go de disque dur, ou il y a quel type de processeur. Je ne dis pas que ce discours-là n'est pas pertinent, bien au contraire, il a fait ses preuves, il a bien fonctionné, mais aujourd'hui il y a un changement qui est assez net, et en fait l'objectif dans tout ça, c'est juste que le consommateur puisse trouver chaussure à son pied. Certains voudront sur un écran de 10 pouces faire à la fois de la consultation et de la création, d'autres voudront un tout-en-un de 22 pouces pour pouvoir faire de la création de manière plus confortable. Il va y avoir énormément d'options. Il y a un autre point, c'est que l'univers PC aujourd'hui se remet massivement à innover. C'est apparu en grande partie par la tablette, et ça veut dire que toutes les normes telles qu'on les connaissait, elles vont avoir tendance à exploser. Il y a un nouveau référentiel qui va être mis en place.
Très bien. Et justement, ce qu'Anouk évoquait tout à l'heure, l'arrivée de Windows 8, est-ce qu'il n'y a pas un danger potentiel pour une structure, un écosystème comme Android, qu'un écosystème aussi complet que Windows 8 arrive sur tout ce qui est tactile, tout ce qui est PC, à la maison, en mobilité? Est-ce qu'à moyen terme ou long terme, est-ce que Android peut subsister par rapport à ce genre de machine? Parce que les prix, bien entendu, les prix ne seront pas très, très abordables au début, mais forcément ça va baisser. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour Android? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment deux univers complètement différents, avec deux besoins différents. Et effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le prix va être effectivement très important. Donc effectivement, si le gap vient à s'affaiblir, on pourra poser la question. Je pense qu'on est loin pour l'instant de cette différence. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue. Mais... Oui, moi je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, la difficulté, je pense, pour Windows 8, dans le domaine de la tablette en particulier, ça va être le prix des produits. Aujourd'hui, les tablettes Surface, on n'a pas l'idée du prix exact, mais il y a des rumeurs, quoi. On a entendu $700 au minimum, donc on est loin du marché qu'on voyait tout à l'heure, qui était en dessous de 400, ou même en dessous de 300. Est-ce qu'on peut rappeler le prix moyen tablette? 365 €. D'accord. On est très loin de ce qu'on évoque pour Windows 8. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut revenir sur le slide sur les tailles d'écran? Juste un point concernant Windows 8, on n'a pas encore toutes les annonces qui ont été faites et donc il faudra voir. Et puis bon, l'expérience va être aussi différente. Moi, je pense que c'est important dans ce cadre-là d'envisager le produit pas tant comme qu'est-ce que vaut la partie hardware, qu'est-ce que vaut la partie software, mais comme une solution globale et voir ce qu'elle a à proposer. Et c'est là où il y a un changement parce qu'il y avait une dichotomie qui était très forte, notamment dans l'environnement Windows, où il y avait une norme avec tout le monde qui était sous Windows et puis différents OEM qui proposaient différentes solutions. Là, on a un peu des mélanges entre des stratégies horizontales et des stratégies verticales, la partie verticale visant à intégrer l'ensemble pour une expérience peut-être plus complète. On ne sait pas aujourd'hui quel modèle va l'emporter, mais le consommateur voit l'ensemble comme un tout cohérent. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. D'accord. Et la dernière petite question de cette conférence pour l'instant entre nous, c'est ce genre de produit, fait 5,5 pouces, un Note 2, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le coup pour les tablettes de 7 pouces, voire 8 pouces, à court ou moyen terme, d'être directement concurrencé par ce genre de produit on peut le voir ici, les tablettes 3G fonctionnent très peu, ne serait-ce qu'à cause d'un surcoût qui est assez conséquent. Ce genre de produit, il intègre souvent subventionné et on s'est rendu compte déjà avec le premier Galaxy Note que ça fonctionnait très bien, que les gens étaient d'accord pour adhérer à ce genre de taille. Est-ce qu'il n'y a pas un danger du coup pour les tablettes de petite taille? Je sais que vous en faites tous les deux, chez Arcos comme chez Acer. Mon point de vue, c'est que pourquoi, en fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Galaxy Note a eu autant de succès et ces grands écrans ont autant de succès? Je pense que ça vient du fait que le consommateur n'est pas satisfait de l'expérience browsing sur un smartphone. Donc je pense que le danger est plus sur le smartphone que sur la tablette. On essaye de répondre à cette problématique en augmentant la taille de l'écran sur un téléphone. Alors après, il y a un deuxième aspect qu'on peut voir, c'est aujourd'hui Android est beaucoup plus fort dans le smartphone et devant le iOS, alors que dans la tablette c'est iOS qui est devant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les acteurs du smartphone Android aller attaquer Apple par en dessous en niveau de taille pour essayer de récupérer en se basant sur leur force pour monter dans la tablette. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Apple qui va répondre en offrant un iPad mini qui va être annoncé d'après les rumeurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense que le business se place là. Et l'autre aspect qui est très important, et on le voit ici, c'est que la tablette n'est pas tellement un produit connecté en cellulaire, en mobile, en 3G. Ça baisse.
le prix est une raison, et on s'aperçoit que c'est plus Parce que chez GFK, justement, on a une... Attention, là on est sur des parts relatives. On parle d'un marché qui est multiplié par 2,4 par rapport à l'an passé, donc c'est pas parce qu'on passe de 23 à 14% de parts de tablettes qui vont être compatibles 3G, c'est pas forcément vendu avec un abonnement, c'est reste en croissance. Aujourd'hui, il y a un souci, c'est que le consommateur ne veut pas spécialement souscrire à un deuxième abonnement 3G, sachant qu'il a de moins en moins d'argent à dépenser du fait de la crise qu'il subit de plein fouet. En tout cas, c'est ce qu'on peut nous observer sur un certain nombre de marchés. L'autre point, c'est que pour l'instant, la tablette, c'est plutôt un micro-ordinateur, un équipement complémentaire qui est principalement utilisé dans le cadre du foyer, parce que les Français n'ont pas été éduqués au travers des offres comme les liseuses numériques à se promener en permanence avec un gros écran. Ça, c'est pour le cas le plus général. Ce qu'on peut dire par rapport à ici, donc le 7 pouces aussi est en croissance aujourd'hui. Hein. En valeur absolue, en part relative, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, c'est que qu'est-ce qui permet de différencier deux offres tablettes entre elles? Une taille d'écran différente, ça peut être un argument. Aujourd'hui, effectivement, les smartphones de plus de 5 pouces permettent de naviguer sur Internet traditionnel, pas les applis, de manière plus confortable, et ça, les gens y sont sensibles. Maintenant, les deux segments sont quand même relativement naissants, c'est le cas également des tablettes de 7 pouces, donc c'est difficile d'observer les effets de cannibalisation. C'est juste, chaque consommateur peut trouver chaussure à son pied, on ne parle pas du tout des mêmes prix, un smartphone de plus de 5 pouces, en général c'est plus de 600 € sans subvention, une tablette en 7 pouces, on en trouve 200 à 250 € en fonction des modèles, donc on ne parle pas du tout de la même expérience, c'est juste, comment dire, chacun peut trouver chaussure à son pied en fonction de s'il veut avoir cette expérience à la maison, dans les transports, s'il veut être connecté en permanence, en fonction de ce qu'il veut consommer en termes de contenu. On peut dire qu'il y a simplement deux bonnes opportunités pour les acteurs du marché. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a quelque chose à ajouter, Il faut simplement que nos offres soient bien expliquées et bien éduquées par nos différents distributeurs pour que nos clients finaux trouvent chaussure à son pied en fonction de son besoin. C'est surtout ça, c'est que se retrouver avec un smartphone aussi grand que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le besoin de tout le monde ou si c'est simplement un effet de mode? Il faut que chacun trouve réellement chaussure à son pied et c'est à nous d'éduquer nos vendeurs et nos distributeurs qui fassent l'évangélisation à vous, clients finaux. D'accord, merci beaucoup. Peut-être qu'on a le temps pour une ou deux questions dans le public, si quelqu'un en a une. J'arrive. Oui, j'ai entendu dire que Microsoft devait sortir une tablette sous sa marque et je me demandais dans quelle mesure ça pouvait impacter le marché des tablettes, justement. On parle de la Surface. Donc. Moi, je suis pas censé me prononcer sur les marques, donc voilà. D'autant que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de confirmation de prix sur le produit jusqu'à présent, donc ce serait difficile de se prononcer rien que pour ce fait-là. Peut-être je peux apporter quelque chose. Non, pour l'instant, donc on parle d'une tablette que vous évoquiez, c'est la Surface. Parce que là, oui, là, évidemment, ce qui est intéressant quand on entend une annonce de ce type-là, c'est de constater le fait que Microsoft se relance dans le hardware. Oui, voilà, exactement. Et là, apparaîtrait pour le consommateur comme un constructeur et non plus seulement un éditeur de logiciels. Donc c'est par rapport à ça que je me demandais dans quelle mesure ça pouvait... Sans trahir de secret, on sait que ça énerve un peu certaines marques qui se lancent sur Windows 8 aussi. Je te demande pas de te mouiller. Mais on est au courant que, en tout cas, il y a pas mal de constructeurs qui voient pas forcément d'un mauvais œil, mais qui voient une grosse machine telle que Microsoft devenir pas vraiment concurrent, mais qui va venir chatouiller d'autres grosses marques qui s'étaient lancées sur la tablette Windows RT et Windows 8 normal. Maintenant, il faut voir. C'est vrai qu'on est à 3 semaines maintenant du lancement. On sait toujours rien sur ce produit. On sait qu'il sera lancé aussi bien en RT qu'en Windows 8. Mais un coup, on nous dit que ce sera 400$, un coup, on nous dit que ce sera plutôt 800. Et on pense vraiment que ce sera plutôt 700 ou 800$. Prix d'introduction sur le marché, donc en Windows RT,
donc pas sur, donc juste avec un processeur mobile et pas l'intégralité de Windows 8 accessible. Donc ça laisse aussi présager les prix des concurrents entre guillemets partenaires, on va dire. Donc après c'est ça. On est à 3 semaines du lancement, c'est le grand flou. C'est rare, assez rare sur ce marché quelque chose d'aussi énorme. C'est la même chose pour Windows Phone 8. Ça reste encore le flou. Certainement que dans les prochains jours, on va avoir quelques rumeurs persistantes, des fuites entre guillemets de constructeurs. Mais pour le moment, Microsoft verrouille tellement les choses que c'est compliqué vraiment de se prononcer sur Windows 8, ne serait-ce qu'RT, quoi. Merci. Vous pouvez passer le micro, monsieur. Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne ? Oui. Je voulais savoir si, à votre avis, sur le marché des tablettes, il y avait la place pour 3 éditeurs de systèmes d'exploitation. J'ai en mémoire l'échec de MeeGo, l'expérience Intel. Un échec. Ils sont jamais vraiment lancés, en fait. C'était un échec. C'est tué dans l'œuf, quoi. Et donc, moi, je me pose des questions sur la taille du marché et sur ces 3 OS concurrents. Est-ce que tout le monde, à votre avis, va pouvoir tirer son épingle du jeu et va pouvoir dégager suffisamment de chiffre d'affaires pour rester sur ce marché ? Parce que MeeGo était vraiment une très belle expérience open source, etc. Sur MeeGo, ça n'a jamais été vraiment lancé, donc c'est difficile de parler d'échec quand on a un acteur qui fait un petit peu de recherche de développement et qui essaie de décliner des concepts et qui communique dessus. Parce qu'on a un peu trop oublié ça, peut-être la recherche et développement dans l'univers informatique, et donc moi je trouve que ce genre d'initiatives sont tout à fait saines. Après, prenons un autre point de comparaison, la dernière génération de consoles qui arrivait sur le marché, vous avez un écosystème Nintendo, un écosystème Sony, un écosystème Microsoft, les 3 ont très bien cohabité. Après, bon, il y en a qui ont plus ou moins bien marché, mais c'est très difficile en fait d'anticiper avant que tous les acteurs aient déroulé leur offre, savoir pour combien d'acteurs il peut y avoir de la place, parce qu'aujourd'hui on est en train de définir des règles du marché qui sont complètement différentes et qui sont complètement définies par l'innovation. Donc même en ayant accès à ce que tous les fabricants ont dans les cartons sur ces 5 prochaines années, personne pourrait le dire. Donc ça me paraît compliqué. Ce qui est sûr par contre, c'est que les frontières entre tous les univers vont devenir de plus en plus poreuses et que l'écran, là où le bastion est plus solide en termes d'écran, c'est sur l'écran de télé où là, même les acteurs les plus puissants du monde aujourd'hui sont cassés les dents une paire de fois sur cet écran de télé-là. Voilà, c'est le gros inconvénient de l'innovation, c'est pas du tout ce qui va en sortir et qui va l'emporter derrière. Ouais, je suis très difficile à savoir s'il y aura la place pour 3 OS sur la tablette. Quand on voit ce qui se passe dans le smartphone, on se pose la même question, on voit des OS disparaître, on en voit Windows 8 qui arrive, est-ce que ça va marcher ou pas, donc très compliqué. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est que pour la première fois, en tout cas pour les tablettes, et même pour la mobilité, on va arriver sur des écosystèmes complets. On arrive sur des OS, des univers qui sont capables d'interagir entre eux. Bon, Google TV, c'est un peu compliqué à lancer, mais aujourd'hui, toutes les tailles d'écran sont sur Android. On peut passer... Chrome permet de faire tout un tas de choses sur plusieurs écrans en simultané. iOS, à partir du moment où on accepte d'entrer dans un circuit fermé, entre guillemets, mais qui reste très ouvert à l'intérieur, et ce fameux Windows 8 qui va permettre de faire tout un tas de choses de son mobile jusqu'à son écran. On va parler de tailles d'écran d'ordinateurs qui seront plus vraiment des ordinateurs, mais les tout en un qui vont s'approcher de taille de télévision. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer dans les 2 années à venir. C'est-à-dire que on a maintenant de quoi répondre à toute la demande ou peut-être aux besoins des consommateurs. Donc, dans 2 ans, on pourra aussi faire le bilan, voir qui a adhéré à quelle vision de l'high-tech. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu sur les tablettes entre les processeurs type ARM et les processeurs x86 ? On voit qu'aujourd'hui, Intel est en train d'arriver sur ce marché avec ses Atom.
Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un gros gap de différence entre les Atom et les processeurs x86 de nos stations de travail. On voit qu'Intel diminue les TDP, les consommations de leurs processeurs. On voit qu'ils vont vers des SoC. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on ne va pas voir arriver aussi des tablettes ultra puissantes dans nos salons? Enfin, voilà. Pardon, Est-ce qu'on ne va pas voir arriver des tablettes ultra puissantes d'ici 2 à 3 ans qui vont complètement chambouler ce marché? Est-ce que ça, c'est le cas c'est le cas dès dans 3 semaines. C'est le cas dès dans 3 semaines, en tout cas, pour notre part, mais je pense que nos concurrents vont suivre aussi. Mais on a des tablettes qui vont sortir en 11,6 pouces qui seront équipées de processeurs Intel Core i3 ou Intel Core i5. Voilà, donc on y est. Enfin, dans 3 semaines, on y est. Et puis les processeurs qui sont annoncés, par exemple, sur le Mobile World Congress à Barcelone, que ce soit chez Qualcomm ou chez Nvidia depuis donc février dernier et l'année dernière, qui sont des processeurs quad-core, plus un cœur supplémentaire, qui montent jusqu'à des 3 GHz, comme ça a été le cas sur des tests avant l'été. Voilà, ça commence à se croiser, on commence à avoir de l'ARM très 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 puissant et du x86 très 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 bien adressé à la mobilité. Maintenant, avec Windows 8, ça va servir aussi de test grandeur nature. Donc oui, les tablettes surpuissantes, elles sont déjà là. Maintenant, c'est comme avec certains smartphones hyper puissants qui sortent en ce moment. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est là que Windows 8 a une carte à jouer, c'est que tout est fait pour mettre en avant cette puissance. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps sur Android, où on a des produits monstrueux, mais les applis qui sont toujours faites pour les produits d'avant. Donc il y a aussi plein de remises en question à faire du côté des applis, des systèmes, en tout cas pour utiliser toute cette puissance. Parce que la puissance, elle est là aujourd'hui. Concrètement, ça fait plus de 6 mois, ne serait-ce qu'avec les Tegra 3 et les Snapdragon S4, chez Qualcomm, la puissance, elle est là. Vraiment. On parle de puissance multipliée par 3 à 5 par an par rapport à l'année d'avant sur les smartphones. Donc moi, je vois un peu l'innovation sur les processeurs de smartphone, un peu l'équivalent de ce qu'on a connu sur le PC dans les années 90. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a les fabricants de processeurs pour smartphones qui vont s'affronter avec les fabricants de processeurs pour PC. Et en fait, ça crée une émulation qui est tout à fait positive pour le consommateur et pour le marché, parce que chacun revoit un petit peu sa manière de faire, de manière à soit consommer moins, soit être plus puissant, et je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde au final. Sauf que l'enjeu aujourd'hui, il est plus d'offrir une expérience qui soit pertinente dans son ensemble au consommateur, plutôt que de dire j'ai tant de chevaux sous le capot, qui a été le gros argument sur le PC, j'ai envie de dire, jusqu'au milieu des années, jusqu'à très récemment, et qui reste pertinent pour toute une partie du marché. Moi, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que dans les tablettes d'aujourd'hui, qu'on a mis sur le marché, par exemple cette année, sont extrêmement puissants. Donc, il y a le nombre de cœurs, la fréquence des cœurs, mais il y a également les processeurs graphiques qui sont également intégrés et qu'il ne faut pas oublier. Donc, en fait, on dit souvent qu'une tablette a 2 ou 4 cœurs. En réalité, elle en a beaucoup plus. C'est des multicœurs spécialisés qui sont dedans, qui savent jouer de la vidéo en haute définition, 1080p. Alors que même un PC Windows, des fois, ne sait pas le faire, quoi. Donc, il faut, en tout cas un netbook parfois ne sait pas le faire. Donc il y a vraiment une puissance aujourd'hui dans les tablettes, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il y a sous le capot. Est-ce que vous avez une dernière question? Monsieur, ce sera la dernière. J'aurais une question, c'est par rapport à actuellement, on a donc Android qui a été attaqué par Apple via Samsung sur le plan juridique. Et je voulais savoir, il y a un OS qui a été un petit peu oublié, qui est OpenWebOS, la version d'HP qui a redéveloppé pour le rendre utilisable par les autres constructeurs. Donc est-ce que vous jetez un coup d'œil par rapport du fait qu'Android, il y a une certaine stabilité juridique au niveau d'Android? Est-ce que vous vous intéressez également à OpenWebOS ou pour vous c'est complètement terminé de ce côté-là? Est-ce que vous vous intéressez concrètement à OpenWebOS, qui est devenu complètement open source depuis... c'est très récemment, je crois, que l'ouverture... Pardon
OpenWebOS, c'est très récent. OpenWebOS est disponible puisqu'il y a déjà une version qui peut tourner sous la tablette Samsung, qui tourne déjà. Au niveau des téléphones, il y a déjà des premières versions qui tournent, mais qui sont développées par des indépendants. Mais WebOS qui est une très belle plateforme au demeurant. Qui est une très belle plateforme au demeurant. Qui était pas mal, ouais. Alors, en fait, la question, si je reformule, c'est est-ce qu'on s'intéresse à WebOS, OpenWebOS, dans la mesure où il y a des problèmes de propriété intellectuelle entre Apple ouais, tout à fait, ouais. et Android. C'est la question. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Ouais, moi, premièrement, je suis pas sûr que aller vers OpenWebOS résout le problème de propriété intellectuelle. Et après, disons que aller vers un nouvel OS, c'est pas que prendre l'OS, c'est tout l'écosystème nécessaire à développer autour. Et aujourd'hui, on en a parlé avec Windows 8, c'est pas si facile que ça. Non. Pour nous, Non, c'est un non. Non, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la bataille commerciale aujourd'hui, elle se joue également devant les tribunaux pour des histoires de brevets et ça complique encore un peu la donne. Je ne veux pas émettre de jugement à ce niveau-là, mais c'est une dimension qui est complètement nouvelle. Peut-être que ça va inciter certains acteurs à chercher des alternatives. Je pense plus que c'est au niveau des développeurs en fait que va se trouver la clé, parce que ce qui fait la pertinence d'un OS sur le long terme, c'est savoir quel est le soutien qu'il va avoir auprès des développeurs et quels logiciels innovants vont être proposés. Comme ça qu'il faut l'aborder, je pense. Okay. Merci beaucoup, en tout cas. Ça Merci. clôt notre petite conférence Merci sur à les vous. tablettes. Merci à vous. Merci pour les questions. Très bonne Et, journée, très bonne visite. Merci Arcos, Acer et GFK. Et à tout à l'heure pour les autres conférences. Merci beaucoup.